Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire portant sur les réponses des administrations fiscales et douanières au Covid. Tout d'abord, je tiens à vous informer que ce webinaire sera enregistré. Je m'appelle Caroline Guidman et je travaille pour Expertise France et pour la facilité Investment Climate Reform, également appelée facilité ICR, qui propose la série de webinaires dont la session d'aujourd'hui fait partie. J'aurai le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui et je vais commencer par vous présenter la facilité Investment Climate Reform, puis le programme du webinaire avant de laisser la parole à nos différents intervenants. Donc, qu'est-ce que la plateforme Investment Climate Reform? Comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint qui s'affiche sur vos écrans, la facilité ICR est une nouvelle facilité d'assistance technique dont l'objectif est d'améliorer le climat des affaires et de le rendre plus durable dans les pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Elle est opérationnelle depuis le début de l'année 2020 et est financée par l'Union européenne dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE avec le BNZ et le British Council. Elle est mise en œuvre par différentes agences des États membres de l'Union européenne, dont l'AGIZ, le British Council, SNV et Expertise France. Elle propose à des bénéficiaires des pays ACP jusqu'à 90 jours d'assistance technique sur des thématiques larges liées à l'amélioration du climat des affaires, à la durabilité de ce climat, comment le rendre plus inclusif, en s'appuyant sur des initiatives de dialogue public-privé, que ces mécanismes soient existants ou qu'ils soient en cours de structuration. Ces demandes peuvent être déposées par des institutions publiques, telles que des gouvernements, des ministères, des organisations publiques ou encore des institutions de financement du développement, par des organisations privées, comme des chambres de commerce, des coopératives ou encore par des délégations de l'Union européenne issues d'États membres. Ces demandes, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, doivent avoir pour objectif d'améliorer le climat des affaires, de s'inscrire dans une stratégie ou un processus de réforme plus large et de comporter un volet de dialogue public-privé. Il est également à noter que cette facilité repose entièrement sur des demandes déposées par des bénéficiaires. C'est pourquoi, si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir plus d'informations sur la facilité et sur l'assistance technique fournie en écrivant un mail à l'adresse qui vous sera communiquée à la fin de ce webinaire. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la facilité ICR, je vais brièvement vous présenter le programme de la séance d'aujourd'hui qui va s'afficher sur le PowerPoint. Donc, le programme de ce webinaire est divisé en 5 parties principales. Premièrement, l'introduction qui est en cours et qui est sur le point de se terminer. Puis nous aurons une présentation des activités d'Expertise France en soutien aux administrations des impôts et des douanes. Ensuite, nous aurons des présentations de la part de nos experts Henri Nicolic, Ali Ghemri et Richard Chopra sur les réponses possibles des administrations fiscales et douanières à la crise du Covid-19. Ces présentations seront suivies de séances de questions-réponses. Et nous terminerons ce webinaire par une introduction aux consultations individuelles auxquelles vous pourrez vous inscrire à la fin de ce webinaire. J'en profite aussi d'ores et déjà pour vous informer pour la session de questions-réponses que vous pouvez inscrire vos questions sur l'onglet questions qui s'affiche sur votre écran pendant la présentation ou après. Je vais maintenant laisser la place à Monsieur François Tardif, qui est responsable de pôle au département gouvernance économique et financière d'Expertise France et qui va nous présenter les actions de soutien de l'agence aux administrations fiscales et douanières. François, c'est à toi. Merci beaucoup Caroline. Bonjour à tous. Donc, comme expliqué, je suis François Tardif, donc le responsable du pôle finances publiques au sein du département gouvernance économique et financière d'Expertise France.
Donc, avant de céder la parole aux experts, nous voulions vous resituer brièvement les activités d'Expertise France et rappeler les appuis que nous apportons aux administrations des douanes et des impôts pour que vous ayez une meilleure compréhension de nos modalités d'action. Donc, comme vous le savez sans doute, Expertise France, c'est l'agence française de coopération technique internationale, sous la double tutelle des ministères français des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie et des Finances. Rapidement, quelques chiffres. En 2019, Expertise France, c'est à peu près 200 millions d'euros de volume d'activité dans plus de 100 pays d'intervention. Donc, majoritairement, vous pouvez le voir sur la carte, en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord. Tout cela pour à peu près 65 000 jours d'expertise déployée et aujourd'hui près de 600 experts long terme en poste sur le terrain. Donc l'agence Expertise France intervient sur le financement des bailleurs internationaux, en appui aux pays partenaires pour les aider à mettre en place leur politique publique sur différentes thématiques, la santé, la protection sociale, l'emploi, l'éducation, les politiques de sûreté et la gouvernance démocratique. Et dans le domaine de la gouvernance économique et financière, qui va plutôt nous intéresser aujourd'hui, nous intervenons sur 3 grands champs, le soutien aux politiques économiques, l'appui au secteur privé et le commerce, les finances publiques, avec l'appui à la mobilisation des ressources, la gestion et la redevabilité publique, et enfin, les statistiques publiques. Donc voilà, donc maintenant sur la diapositive suivante, donc sur la dimension de mobilisation des ressources intérieures, qui concentre aujourd'hui la majorité de nos appuis aux administrations des impôts et des douanes, nos actions s'inscrivent dans le cadre des objectifs du développement durable d'Addis Abeba, principalement l'objectif 17, qui précise l'objectif d'améliorer la mobilisation des ressources nationales en vue de favoriser le financement endogène du développement dans les pays. Et c'est un objectif qui a été repris, bien sûr, comme axe d'intervention par l'Union européenne dans sa stratégie. Voilà, et on intervient également en ligne avec la stratégie française pour la mobilisation des ressources intérieures. Donc maintenant, en termes d'appui, nos activités sont schématiquement divisées en plusieurs axes que je vais essayer de vous présenter. Donc, tout d'abord, sur la première dimension, c'est l'appui aux politiques fiscales. Donc, on intervient en appui sur toutes les dimensions de fiscalité internationale, territorialité de l'impôt. On soutient également les sujets de politique régionale par rapport à la transition fiscale, voilà, au niveau international et régional. Sur le plan plus national, on accompagne les pays dans la mise en place d'unités de politique fiscale, l'établissement de systèmes fiscaux de référence et également l'évaluation de leurs dépenses fiscales pour lutter contre les niches fiscales et les effets de rente. Voilà. Et enfin, on intervient également sur la dimension de taxation des ressources naturelles, les enjeux également de fiscalité verte. Deuxième axe, la modernisation des administrations fiscales et douanières, donc qui concentre aujourd'hui une grande partie de nos activités aussi. Donc là, on intervient en appui aux administrations des douanes et des impôts sur tout ce qui est renforcement de leur système de pilotage, leur organisation interne au niveau structurel, et au niveau individuel sur leur politique de formation, le renforcement de capacité des agents. Autre dimension, l'appui à l'élargissement de l'assiette fiscale, le soutien également aux politiques de recouvrement, c'est des appuis également qu'on apporte. Et une autre dimension qui nous tient très à cœur, c'est la dimension relation des administrations vis-à-vis de leurs usagers, dans une logique de facilitation des affaires, de sécurité juridique dans les contribuables et pour encourager également toute la dimension du civisme fiscal. Voilà. Et pour cela, dans cette dimension de sécurisation des relations entre les administrations et leurs contribuables, il y a tout l'enjeu de la digitalisation des procédures, l'appui au traitement des données numériques, etc. Et enfin, dernière dimension, sur l'aspect recettes non fiscales, ressources patrimoniales, on appuie également les pays sur les thématiques des revenus des participations de l'État, la valorisation du domaine public, et enfin les sujets de publicité foncière, fiscalité patrimoniale. Voilà. Donc pour mener à bien ces appuis, donc nous intervenons en lien avec les administrations publiques françaises. Donc je cite la Direction générale des finances publiques, la Direction générale des douanes et des droits indirects, voilà, qui nous aident à structurer les projets. Mais nous mobilisons également de l'expertise publique européenne, d'autres pays partenaires, également l'expertise de pays du Sud et de l'expertise privée quand c'est nécessaire pour répondre au mieux aux demandes des pays partenaires. Donc voilà, en termes d'appui à la réponse Covid, dans le cadre de nos projets en cours, nous avons dû adapter un certain nombre d'activités pour répondre aux sollicitations des pays dans ce contexte. Je
pense notamment à nos appuis sur le projet PACAF en Guinée. Voilà, la facilité ICR fait également beaucoup. Voilà. Et nous prévoyons également de continuer à appuyer les pays via le déploiement d'une plateforme numérique pour partager les bonnes pratiques dans le contexte d'une crise économique qui est encore devant nous. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole aux experts et je vous remercie de votre attention. Merci François pour cette présentation succincte. En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus sur les projets mis en œuvre. Et qui de mieux pour nous parler de projets justement que notre expert fiscaliste, Monsieur Henri Nicolic, qui est expert sur le projet PACAF en Guinée et qui va nous présenter les solutions mises en place dans le cadre du Covid par les administrations fiscales dans ce pays. À toi, Henri. Merci Caroline. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Henri Nicolic, je suis le chef du projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale, en poste depuis septembre 2018. Je suis inspecteur principal des finances publiques à la Direction générale des finances publiques françaises, détaché auprès de l'agence Expertise France. Donc on peut peut-être commencer à passer la slide. Donc ma présentation s'intitule « La mobilisation des ressources intérieures et la facilitation de la vie des affaires en situation de crise ». Donc, pour bien souligner que les États doivent à la fois concilier la mobilisation des ressources intérieures pour continuer à financer leur fonctionnement, mais également financer le plan de riposte. Mais il s'agit également pour les États de continuer à soutenir les entreprises dans cette période de crise pour les aider à passer le cap et à continuer du mieux possible leur activité. Alors, quelques mots maintenant sur le projet PACAF, un projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale. Donc, ce projet mis en œuvre depuis septembre 2018, je le disais tout à l'heure, comporte trois composantes. Une composante fiscalité, dont je suis l'expert référent, une composante douane, une composante redevabilité qui consiste concrètement en un appui à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances et à l'Inspection générale d'État. Donc, je complète en disant que ce projet est cofinancé par l'Union européenne et Expertise France. Alors, on va commencer par présenter les premiers effets du Covid en République de Guinée en termes de recettes fiscales. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la pandémie de Covid-19 a eu des effets immédiats en République de Guinée dès le mois de janvier 2020, en particulier sur le niveau des recettes minières. Donc, à ce stade, il convient de distinguer la situation des grandes entreprises de la situation des moyennes entreprises, moyennes et petites entreprises. S'agissant des grandes entreprises, globalement, le montant des recettes collectées par le service des grandes entreprises a connu un léger tassement sur la période janvier à mai 2020 par rapport à la même période en 2019, alors qu'avant la pandémie, ce service des grandes entreprises était plutôt sur une dynamique de progression de l'ordre de 10 à 15% des recettes, donc quelque chose d'assez important. Alors, plus particulièrement, le montant des recettes minières a été assez fortement impacté dès le mois de janvier 2020. Donc, cette situation a eu un impact sur le montant des recettes compte tenu de l'importance du secteur minier en Guinée. Donc, le secteur minier en Guinée, c'est quelque chose de tout à fait important. Je rappelle que la Guinée est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial de bauxite et détient le tiers des réserves mondiales. Le secteur minier, c'est aussi 15% du produit intérieur brut de la Guinée, d'après le dernier rapport de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive. Alors, donc la baisse de la demande de matières premières a impacté dès les premières semaines de 2020 le montant des taxes assises sur le niveau des exportations de bauxite. Cette situation a révélé clairement la grande sensibilité des recettes fiscales du pays aux événements qui peuvent affecter le niveau des exportations de matières premières. Voilà, donc la première précision concernant les recettes des grandes entreprises. Alors, s'agissant des petites et moyennes entreprises, le montant des recettes a été fortement impacté, mais on a observé un décalage dans le temps, puisque c'est surtout à partir d'avril 2020 qu'on a observé un tassement important des recettes,
à la fois à cause du ralentissement économique, du fait de la pandémie, mais également du fait des mesures de report de charges décidées par les autorités. J'y reviendrai un peu plus loin. Il faut ajouter que des actions particulières avaient été engagées par le projet PACAF en matière d'élargissement de l'assiette fiscale. François le disait tout à l'heure, on est très présent sur ces thématiques. Donc, élargissement de l'assiette fiscale des moyennes entreprises. Cet élargissement s'était traduit par une hausse conséquente des recettes encaissées par le service moyenne entreprise entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, puisqu'on avait observé un doublement des recettes, ce qui était tout à fait important. Donc, ces progrès, malheureusement, étaient remis en cause à partir d'avril 2020, et le montant des recettes issues des moyennes entreprises a lourdement chuté à partir d'avril. Toutefois, la stratégie d'élargissement que je viens d'évoquer a permis d'amortir le choc sur les 5 premiers mois de l'année 2020, et les recettes provenant des moyennes entreprises ont malgré tout progressé de près de 40% sur les 5 premiers mois de l'année 2020 par rapport à l'année précédente. Donc, cette situation souligne vraiment l'importance d'élargir l'assiette fiscale en matière d'amortissement des conséquences d'une telle crise. Donc voilà pour le deuxième point qui concernait les premiers effets du Covid en République de Guinée en matière de recettes fiscales. On va aborder maintenant un 13e point qui va concerner le plan de riposte en fait mis en place par les autorités guinéennes pour faire face à cette pandémie de Covid-19. Donc, au travers d'un certain nombre de mesures, mesures sanitaires, de mesures d'ordre économique, de mesures fiscales. Donc, j'aborderai ici uniquement les mesures d'ordre fiscal qui ont été prises en 2 phases. Dès le mois d'avril 2020, une première phase du plan de riposte a été décidée par les autorités. Et une deuxième phase, j'en parlerai un peu plus loin, à partir de juin 2020. Donc, la première phase, décidée dès le mois d'avril, a concerné 2 secteurs particulièrement impactés par les effets de la crise sanitaire. On commence d'abord par le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, qui a été fortement impacté, puisque du jour au lendemain, les hôtels se sont retrouvés sans aucun client, du fait de l'interruption des vols. Dans quelles mesures? Donc, il s'agit en premier lieu du report sur 3 mois de l'ensemble des charges fiscales et sociales des entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, y compris les contributions de sécurité sociale. Et deuxième mesure, la renonciation pour 3 mois également à la TVA sur les factures d'eau et d'électricité. Le deuxième secteur particulièrement touché concerne les petites et moyennes entreprises qui a été durement impactées par la crise. Donc, les mesures prises concernent l'exonération de droits et taxes sur les équipements de santé et produits assimilés entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le report d'avril à juin également, comme pour les entreprises du secteur du tourisme, du paiement des impôts, taxes et versements assimilés à l'État. Également, la réduction à 2 semaines des délais de remboursement de crédit de TVA pour permettre aux entreprises de retrouver un peu de marge de manœuvre en matière de trésorerie. Troisième mesure, c'est la mise en place d'un fonds spécifique pour les groupements d'intérêt économique et les PME, en visant plus particulièrement le secteur informel pour aider ces entreprises à mieux absorber le choc économique et accompagner leur formalisation. Donc ça, c'est très important. J'y reviendrai un peu plus loin, mais les appuis du fonds, qui sont des avances remboursables, sont accordés sous réserve de formalisation quand l'accès au fonds est demandé par les entreprises du secteur informel. Voilà, le fonds doit profiter en priorité à des entreprises citoyennes qui contribuent aux charges publiques. J'ai classé cette mesure dans les mesures d'ordre fiscal. Comme je le disais, l'aide est subordonnée à la formalisation fiscale des entreprises. Donc, une deuxième phase est intervenue, je le disais tout à l'heure, je le disais précédemment, à partir du 23 juin dernier, suite à un discours de Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée, qui est venu renforcer les mesures que je viens d'évoquer, en particulier pour les entreprises des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, mais aussi pour la généralité des entreprises,
dans le cadre d'une stratégie plus générale de préservation de l'emploi. Alors, quelles sont ces mesures? En premier lieu, l'État a décidé une mesure forte en décidant de prendre à sa charge 50% des charges fiscales reportées en phase 1 pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que les factures d'eau et d'électricité des établissements de ces secteurs économiques. Donc là, je disais, il s'agit d'une mesure forte, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un abandon de créances de la part de l'État. L'État abandonne 50% des charges fiscales qui avaient été initialement reportées. Les entreprises des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie ont également vu réduite de moitié le montant de leur contribution foncière unique et de leur patente en contrepartie du renouvellement des contrats de travail en cours. Donc, je le disais tout à l'heure, on voit apparaître là, dans cette deuxième phase, un souci de préservation de l'emploi, les abandons de créances fiscales ne sont pas sans contrepartie. L'État demande aux entreprises de faire un effort de préservation de l'emploi. Concernant enfin la totalité des entreprises et pas simplement les entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, donc quel que soit le secteur d'activité, ont été exonérés du paiement de la taxe d'apprentissage jusqu'à la fin de l'année 2020, à condition qu'elles s'engagent pour toute la période à conserver leur effectif et leur payer au moins 70% de leur salaire nominal actuel. Voilà, donc encore une fois, le souci de préserver l'emploi est ici présent dans cette mesure. Donc, concernant l'ensemble de ces mesures d'ordre fiscal, une loi de finances rectificative doit venir consacrer les ajustements budgétaires et fiscaux qui seront requis par les mesures précitées, évidemment. Voilà, les mesures fiscales présentées dans le cadre du plan de riposte. Alors, quatrième point, donc qui concerne la valeur ajoutée en fait apportée par le projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale. Du fait de la pandémie du Covid-19, évidemment, le projet PACAF a dû réorienter une partie de ses activités sur des activités spécifiques en lien, en cohérence avec évidemment avec le plan de riposte qui a été décidé par les autorités guinéennes, dans le but d'accompagner la mise en œuvre du volet fiscal de ce plan de riposte. Donc, il faut souligner sur un plan pratique que ces appuis se sont faits à distance dans un premier temps, avec un retour progressif à la normale depuis quelques jours, avec un retour en présentiel qui commence à prendre forme. Alors, ce premier appui a concerné en premier lieu la réduction à 2 semaines du délai de remboursement des crédits de TVA. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est une des mesures phares du plan de riposte en termes de soutien aux entreprises en termes de gestion de trésorerie. Donc, jusqu'à présent, la DNI s'était engagée sur un délai de traitement d'une durée de 30 jours. La réduction du délai à 2 semaines prévue par le plan de riposte a nécessité une analyse du processus mis en place afin d'accélérer le traitement des demandes, tout en assurant bien entendu la sécurité des remboursements. La réduction de ce délai a été rendue possible grâce à une analyse risque des dossiers qui permet de traiter rapidement des dossiers dont un faible risque de fraude est mis en évidence. Les remboursements de crédits de TVA sont traités à la Direction nationale des impôts de Guinée par un service spécial au sein du service des grandes entreprises. Actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que les demandes de remboursement de crédits de TVA sont traitées dans un délai d'1 semaine en ce qui concerne la phase administrative. Après la phase administrative suit la phase budgétaire. Donc là, les choses sont un peu plus délicates. La DNI ne maîtrise pas l'ensemble du processus et donc les remboursements sont effectivement accordés sous réserve que le compte spécial créé au Trésor soit correctement alimenté. En tout cas, en ce qui concerne la phase administrative, je dirais qu'actuellement la DNI respecte le cadre fixé par le plan de riposte. Dans tous les cas, tous les dossiers de demande de remboursement de crédit de TVA, une fois traités, sont évidemment susceptibles de faire l'objet d'un contrôle a posteriori, au travers notamment une vérification fiscale ciblée de l'entreprise, limitée à l'examen de la seule TVA.
Alors, le deuxième appui spécifique mis en place dans le contexte de la pandémie et de mesures de riposte prises par l'État guinéen est le suivi des obligations déclaratives et de paiement des entreprises. Je le disais tout à l'heure, le plan de riposte prévoit un report de 3 mois des charges fiscales liées au paiement des impôts. Donc, les entreprises ont toutefois conservé l'obligation de continuer à déposer leurs déclarations faisant apparaître le montant à régler en définitive. Il faut souligner qu'un certain nombre d'entreprises a pu mal comprendre le message des autorités et penser qu'à la fois les obligations déclaratives et de paiement avaient été reportées. Donc, la stratégie d'appui du PACAF a consisté à veiller à ce que ces obligations déclaratives soient bien suivies. Donc l'accompagnement de la DENI concrètement a consisté à mettre en place une organisation permettant de garantir le respect des obligations déclaratives au travers d'un système de relance des défaillants et de suivre le recouvrement des sommes dues une fois le délai de 3 mois écoulé. Donc, très concrètement, le service des moyennes entreprises a mené des opérations systématiques de relance téléphonique auprès des entreprises défaillantes ou qui ont déposé leur déclaration sans paiement, afin déjà de leur rappeler leurs obligations déclaratives, ensuite de les inciter à réaliser au moins un paiement partiel afin de limiter le montant qui sera dû à l'issue des mesures de report de charges en juillet 2020. Donc, l'idée, en fait, c'est de veiller à ce que les entreprises n'accumulent pas trop de dettes fiscales auxquelles elles auraient eu du mal à faire face compte tenu du ralentissement économique. Donc, les déclarations sans paiement ou avec un paiement partiel sont saisies dans l'application de gestion de la DNI qui s'appelle l'application SIGFIG et donnent lieu à l'ouverture d'un dossier papier individuel spécifique. Les défaillances déclaratives donnent lieu à une relance téléphonique. Une taxation d'office sera décédée en juillet prochain en cas d'absence de régularisation. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que un système de délai de paiement sera mis en place afin de pallier aux difficultés de paiement auxquelles des entreprises pourront faire face. Pour un certain nombre d'entreprises, il pourrait être difficile de faire face à l'accumulation des sommes dues. Donc la DNI met en place ce système qui sera accordé de manière assez large, même si une note viendra préciser les critères de sélection pour accorder ces délais. Voilà, mais les entreprises seront accompagnées de ce côté-là. Il faut ajouter que la DNI a mené des opérations de communication auprès des organisations professionnelles représentatives des différents secteurs concernés dans le but d'informer au mieux les entreprises des mesures fiscales du plan de riposte et en particulier de les informer du maintien de leurs obligations déclaratives. Voilà pour le deuxième point. Le troisième et dernier volet, dernier appui du PACAF dans le cadre du plan de riposte concerne la formalisation des entreprises bénéficiant du fonds spécifique d'aide aux PME que j'ai évoqué un peu plus haut dans ma présentation. Alors, le fonds d'appui aux groupements d'intérêt économique et aux petites et moyennes entreprises va accorder des aides remboursables à un taux bonifié. Donc ce taux est de 5%, alors que le taux du marché pour l'accès au crédit en Guinée est de l'ordre de 18%. Donc là, on est sur une bonification qui est importante, une bonification de l'ordre de 13%. Donc c'est vraiment un dispositif qui peut être bénéfique aux entreprises. Donc le circuit, il est suivant. Les demandes d'avance, les demandes de prêt sont adressées aux banques de la place, donc qui étudient les demandes, qui soumettent leur appréciation à un comité de pilotage du fonds. C'est au fond ce comité de pilotage qui va statuer en définitive sur ces demandes de crédit, ces demandes d'avance. Donc, ce qui est important de souligner, qui va faciliter la vie des entreprises, c'est que ces demandes pourront être effectuées via une plateforme accessible en ligne, ce qui, je le disais, permettra vraiment de faciliter l'accès aux entreprises à ce fonds. Alors, l'idée par rapport à ce fonds, c'est de conditionner l'aide de ce fonds à la formalisation des entreprises lorsqu'elles relèvent du secteur informel.
Donc, cela nécessite donc que les entreprises soient immatriculées auprès de l'Agence pour les investissements privés, qu'un numéro d'identification fiscale leur ait été accordé, que ces entreprises aient été géolocalisées et qu'enfin elles soient prises en charge effectivement par les services de la Direction nationale des impôts. Donc, lorsqu'elles sont formalisées, le dossier fiscal doit être constitué, les déclarations doivent être présentes, l'entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. Quand il s'agit d'une entreprise du secteur informel, donc en plus des conditions que je viens d'évoquer, le dossier fiscal et tous les justificatifs requis doivent être présents. Il faut ajouter que nous souhaitons, dans le cadre de cette stratégie de formalisation, nous appuyer sur le réseau des centres de gestion agréés, actuellement en cours de déploiement en Guinée avec l'appui du PACAF, le projet d'appui au corps de contrôle et administration fiscale, pour accompagner cette formalisation. En effet, les centres de gestion agréés proposent, pour un coût modique, des prestations de tenue de comptabilité, de conseil en gestion, de rédaction des déclarations fiscales et de formation au profit des gérants. Donc les CGA peuvent même accompagner les entreprises dans le montage de demandes de financement auprès des banques. Donc c'est vraiment tout à fait important que ces CGA puissent accompagner les entreprises du secteur informel vers la formalisation. Afin que ces entreprises restent de manière durable dans l'enclos fiscal. Donc, cela nécessite que les CGA, évidemment, soient associés et intégrés au dispositif mis en œuvre à l'occasion de la mise en place du fonds d'appui au PME. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, hein, de faire le nécessaire pour que ces CGA soient vraiment intégrés à ce dispositif pour que cette stratégie de formalisation, grâce à la constitution de ce fonds, soit vraiment un succès. Donc le but de cette stratégie est de continuer à élargir l'assiette fiscale tout en soutenant les PME dans un contexte de pandémie de Covid-19. Alors ce que je dirais pour conclure, c'est que donc la DNI avait engagé des réformes importantes également avant le déclenchement de cette pandémie. Je pense au développement du projet e-tax, qui est une plateforme de télédéclaration, de télépaiement. Alors évidemment, ces travaux de déploiement, de développement ont été ralentis, mais continuent à distance. Et dès le mois de septembre prochain, les grandes entreprises pourront télédéclarer et télépayer leurs impôts auprès de la Direction nationale des impôts. Voilà, je vous remercie. Ainsi se termine ma présentation. Merci Henri pour cette présentation très concrète. Je pense qu'on a bien vu les différents défis rencontrés par la Guinée, les différents phasages aussi dans la mise en place de solutions dans le cadre de leur plan de riposte au Covid-19 et la manière dont ces solutions ont été mises en place. Je le dis pour les participants qui nous auraient rejoints, vous pouvez, si vous voulez approfondir certains points, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions à Henri et puis bien sûr aux autres experts qui vont faire leur présentation. Nous allons maintenant changer de continent et aller en direction des Caraïbes avec Monsieur Ali Gemri, qui est expert fiscaliste mobilisé sur un projet en Haïti. Bonjour à tous, donc je me présente, donc je suis Ali Gemri, je suis expert en appui à la réforme fiscale en Haïti. J'ai été auparavant plus d'une dizaine d'années en Afrique, à la fois au Sénégal et aussi auprès du programme des Nations Unies pour le développement. Ali, est-ce que tu peux mettre ta vidéo? Ma vidéo? Pour que tout le monde te voit. Ah pardon, ben, là je ne sais pas trop. Attendez, je vais... Ah ouais, j'ai le... Excusez-moi. C'est bon là? Parfait. C'est bon? C'est bon? C'est bon. C'est OK? OK. Oui. Donc, j'ai quelques connaissances sur l'Afrique, pas mal même, parce que j'ai un peu travaillé dans tous les pays d'Afrique. Et surtout, maintenant, j'ai un peu de connaissances sur la Caraïbe. Donc, voilà. Moi, c'est
c'est un webinaire qui est chargé de présenter des mesures d'accompagnement. Pour l'instant, je pense que c'est pas tant faciliter le climat des affaires, c'est plutôt faciliter la continuation des affaires en cours. C'est ça le grand sujet. Et c'est en ce sens que bon, la facilitation du climat des affaires, ça se fait en longue période. Mais donc là, il faut apporter des réponses d'appui pour continuer les activités assez rapides. D'où c'est à la fois la rapidité qui est essentielle, mais aussi la nature des appuis qu'on apporte. Donc, on a une double contrainte, c'est de faire vite. De faire vite en accompagnement, donc en continuation. Donc, c'est la raison pour laquelle je me propose d'abord de vous présenter le contexte haïtien et de la République dominicaine, parce que je crois que c'est important de savoir quel est le contexte sanitaire, économique et social de chacun des pays avant de réfléchir sur la nature des appuis qu'on pourrait apporter. Alors, s'agissant du contexte, vous allez le voir, la République dominicaine et Haïti ont été très impactés par la crise, puisque la République dominicaine, c'est le pays le plus touché par Vous pouvez avancer c'est le pays le plus touché en Caraïbes sur le Covid-19, et Haïti a été extrêmement touché aussi. Et puis, en termes de mise en œuvre des mesures sanitaires, Haïti, comme la République dominicaine, n'ont pas eu une politique très forte de confinement. C'est-à-dire que donc ça a des impacts en termes d'activité. Il y a beaucoup d'activités qui ont continué malgré la crise sanitaire. Donc, que ce soit en Haïti ou en République dominicaine, c'est des mesures d'urgence qui ont été prises, mais sans confinement absolu. D'ailleurs, c'était très difficile dans ces pays de faire quelque chose, puisque les Haïtiens eux-mêmes disent que mourir de faim ou mourir de coronavirus, on a fait le choix. Ils ont fait le choix de continuer les activités. Donc, il s'est passé que on a laissé les personnes circuler. Le confinement n'est pas très fort. La seule chose qui a beaucoup touché, par exemple, la République dominicaine, c'est la suspension des vols. On en parlera après, puisque l'économie à la fois haïtienne et dominicaine est très impactée par les échanges internationaux. Donc, vous avez vu, ils ont été très touchés. Donc, mais heureusement, ils ont peu confiné de manière contraignante le pays, ce qui fait que beaucoup d'activités ont malgré tout continué, ce qui a bien sûr des effets sur la nature des appuis qu'on doit apporter par la suite. On peut passer à la suivante. Donc, outre l'analyse du contexte sanitaire, il faut aussi se poser la question du contexte économique et social. Haïti vient de sortir d'une énorme crise sécuritaire. Et c'est un pays qui était déjà en régression en termes économiques et fiscaux. J'ai noté que la Guinée, par exemple, avait augmenté de 40% ses recettes fiscales. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment pas le cas d'Haïti ou de la République dominicaine d'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'en matière budgétaire, la situation est très, très tendue en Haïti. Et donc, si elle est tendue en matière budgétaire, elle va être tendue en matière de réponse en appui à la crise du Covid. En Haïti, on atteint, aux dernières nouvelles, 20% d'inflation. Donc, si on atteint 20% d'inflation, évidemment, ça pose d'énormes problèmes. On avait déjà un déficit budgétaire très important. Il s'est accentué ces derniers temps. On arrive à des taux très importants. La République dominicaine est un peu moins touchée, même si, aux dernières nouvelles, on dit que le budget serait en déficit de plus de 2%, alors que le taux de croissance était de 0%. Et le taux de croissance est négatif en Haïti. Et il n'est pas négatif uniquement à cause de la crise, il était négatif déjà depuis la fin de l'année dernière. Donc, ils avaient déjà une situation très difficile et on se retrouve avec une crise sanitaire très importante qui peut être très inquiétante pour le pays. Pour la République dominicaine, ce qui pose le plus de problèmes, c'est que c'est le premier pays en termes de tourisme dans les Caraïbes et le tourisme, c'est plus de 15% du PIB de la République dominicaine, donc c'est énorme. Et comme ça venait essentiellement de
les États-Unis et que les vols avec les États-Unis ont été fermés et que je crois qu'ils commencent à peine à réouvrir. Donc, ça a des conséquences catastrophiques pour la République dominicaine, qui dépend comme Haïti d'ailleurs, beaucoup de ces échanges internationaux, notamment pour Haïti en termes de textile, puisqu'Haïti exporte 80% de ses biens vers les États-Unis. Donc, comme avec les États-Unis, c'est fermé, ça a des conséquences très, très importantes. Voilà, je pense que c'était bien de mettre un contexte. Donc, ça dépendra des pays. Il y a des pays qui ont peu confiné, il y en a d'autres qui ont beaucoup confiné. Pour prendre un exemple que je connais bien, c'est la France. La France a confiné de manière extrêmement forte, qui a abouti à arrêter toute activité. Évidemment, les conséquences en matière économique sont très importantes et la réponse devra être aussi importante. S'agissant des mesures, donc vous verrez, je ne vais pas vous présenter des mesures très originales parce que de l'analyse qu'on a faite, vous avez à peu près tous retenu les mêmes réponses possibles. Mais il n'empêche qu'il faut d'abord faire une analyse à la fois sanitaire, la nature des activités impactées, mais aussi une analyse du fonctionnement des administrations. Est-ce qu'elles sont ouvertes? Est-ce qu'elles sont fermées? Est-ce qu'elles sont capables de répondre rapidement ou non aux demandes des uns et des autres? Il faut faire une analyse des secteurs plus ou moins impactés parce que rien ne serait plus contre-productif que de faire des mesures générales et impersonnelles à tous les secteurs. Il y a des secteurs qui ont été plus touchés que beaucoup d'autres. Il y a même des secteurs qui n'ont pas été touchés du tout, voire même qui ont profité de la crise sanitaire pour développer leurs activités. Donc, évidemment, on ne peut pas donner une réponse générale alors que les différences sont très importantes. Il faut absolument essayer d'analyser les secteurs qui sont impactés de telle sorte à donner une réponse opérationnelle à chacune d'elles. Par exemple, en République dominicaine, Haïti, il est clair que le secteur du tourisme va être un des premiers secteurs, celui du transport, qui sera appuyé. Et par exemple, le secteur de télécommunications sera moins impacté. Donc, il devra être moins, je pense, il faudra qu'il soit moins appuyé que les autres. Bien sûr, on se posera la question de l'analyse de situation budgétaire. La République dominicaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, a peu de déficit budget, donc elle est en mesure de pouvoir répondre de manière plus efficace qu'Haïti, qui n'a pas de moyens budgétaires. Elle n'en a pas du tout. Donc, évidemment, elle va dépendre des aides des autres pays et elle va surtout compter sur ses propres recettes fiscales. D'où le fait que remettre des impôts en situation de crise, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. L'impôt, c'est un moyen d'action pour les États. Et si déjà ils sont en déficit budgétaire, si en plus on fait des remises d'impôts, etc. et tout, ça ne peut que contribuer à aggraver la situation. Alors, s'agissant des modalités d'action, donc vous l'avez vu, déjà Henri vous l'a présenté, mais des atténuations, des reports d'imposition, des reports d'obligations déclaratives, etc. Donc, c'est plutôt un accompagnement, plutôt j'ai de rares cas de remise fiscale. J'ai vu qu'il y en avait eu, par exemple, au Sénégal. Mais remettre des impôts, c'est s'enlever des moyens d'action. Et plutôt que de remettre des impôts, je préfère, je crois, agir directement par subvention pour bien cibler l'appui qui est recherché, de telle sorte à avoir une réponse efficace, plutôt que de faire des remises générales fiscales, qui n'ont pas lieu d'ailleurs, ou très peu, de manière. Et ensuite, il faut, là par contre, là où tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut essayer de faciliter le plus possible les mesures d'accompagnement. Donc des obligations, vous l'avez vu tout à l'heure, des reports d'obligations, éventuellement des reports de dettes. Et si possible, encourager les procédures dématérialisées, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'appui, il doit être rapide. Donc j'ai du mal à croire que aujourd'hui, on peut mettre en place des procédures dématérialisées alors que l'urgence est à la porte. Donc, c'est probablement pas, sauf si on a bien avancé dans des procédures dématérialisées, c'est probablement pas la meilleure réponse, parce que c'est des réponses de long terme qu'il faudra bien sûr mettre en œuvre, mais pas en réponse, en appui à la crise du Covid-19. Alors, en République démocratique du Congo, il y a eu des décisions de subventionner plutôt que de remettre des impôts. Et ça, je pense que c'est une bonne idée.
et ils visaient plus particulièrement le secteur informel, donc ils ont aidé directement le secteur informel plutôt que de faire de la remise d'impôts, etc. Et semble-t-il que c'est beaucoup plus efficace pour les gens, parce que c'est quand même la catégorie pauvre des cibles. Il y a eu quelques remises d'impôts, mais très, très rares, pour les personnes physiques, pas pour les entreprises, à l'exception de certaines très petites entreprises. Il y a eu une aide fiscale directe, donc là aussi, c'est plutôt sur forme de subvention. Ils n'ont pas renoncé à l'impôt, ils ont émis des aides directes à des entreprises et surtout des petites entreprises. Donc, un appui ciblé. De manière générale, les impôts indirects ont été très peu touchés, mais il n'empêche que, par exemple, en République dominicaine, ils ont reporté les obligations de déclaration de paiement de l'ITBS, qui est une sorte de taxe sur le chiffre d'affaires. Ce n'est pas tout à fait de la TVA, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Mais c'est un des rares cas où j'ai vu qu'on essayait d'appuyer, y compris en termes de taxes indirectes. Et bien sûr, il y a eu des amendes et des pénalités pour les retards. Ça, c'est compréhensible, pour les retards de paiement jusqu'en juillet 2020. Mais bon, vous l'avez vu, en République démocratique en République dominicaine, on a choisi, plutôt que de remettre des impôts, d'agir directement par des aides directes, donc ciblées, quitte à continuer à percevoir les impôts de manière normale, ce que je crois est une bonne chose. Alors, s'agissant d'Haïti, vous verrez que c'est à peu près les mêmes. Vous pouvez avancer? Vous verrez que c'est à peu près les mêmes mesures hein, dans tous les pays. Bon, moi, de ce que j'ai vu, puisque j'ai fait un peu des travaux de capitalisation là-dessus, j'ai vu qu'en général, tous les pays utilisaient les mêmes méthodologies, des annulations, des fractionnements de paiement, des moratoires, des reports d'exigibilité, etc. Plus rarement des remises d'impôts. J'ai 3 ou 4 cas de remise d'impôts pur et simple, mais je ne pense pas que ce soit une bonne méthode. À mon avis, hein, ça, j'attends de vous écouter, mais je pense que la remise d'impôts, ça enlève des pouvoirs d'action aux États, sans pouvoir la cibler de manière très très précise, sauf à cibler un secteur en particulier, mais même à l'intérieur des secteurs, vous avez des entreprises qui sont plus ou moins touchées. Donc là, je vous ai mis en rouge réactivation du processus devant aboutir au paiement en ligne des obligations fiscales, mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des processus lents. Ça ne peut pas être une réponse rapide à la crise du Covid. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on met en œuvre des procédures dématérialisées pour apporter une réponse à un problème immédiat. Ça, c'est des mesures de plus long terme, je pense. On peut avancer. Donc, des travaux que j'ai pu faire, j'en ai tiré quelques enseignements. Donc, je le redis, j'ai constaté de rares cas de remise pure et simple d'impôts, et donc je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que c'est mieux, parce que la mobilisation des recettes fiscales doit perdurer, parce que c'est le seul moyen d'action, surtout pour les pays en très grande difficulté, c'est le seul moyen d'action qu'ils ont pour accompagner les entreprises, qui est la cible principale, et en particulier les petites entreprises et les moyennes, qui sont fournisseurs très importants de main-d'œuvre. Par ailleurs, les mesures doivent être réfléchies pour être rapidement mises en œuvre et efficaces rapidement. On ne peut pas prendre une décision pour qu'elle soit mise en œuvre dans l'année prochaine. Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas une réponse à la crise du Covid. C'est une réponse qui n'aura pas d'effet immédiat. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de réduire les recettes fiscales, car très souvent, ce type de mesures sont plus nuisibles qu'efficaces. Et si possible, d'éviter de toucher la TVA, parce que normalement, la TVA, ça n'est qu'un impôt neutre au niveau de l'entreprise, et sauf pour des reports, par exemple, de déclarations reportées, je crois qu'il faut éviter de toucher à la TVA. Par contre, ce qui est un outil qui est très utilisé un peu partout, c'est la facilitation de l'impôt.
report des obligations déclaratives, simplification des obligations. Si on est en environnement informatisé, améliorer et encourager l'utilisation des procédures dématérialisées, etc. Je pense que c'est une des mesures fortes qui ont été prises dans la plupart des pays. En plus, dans nos pays à nous, en Afrique et en Caraïbes, il faut savoir gérer aussi le secteur informel. Donc, il faut, j'allais dire, presque formaliser le secteur informel sur cette période, c'est-à-dire avoir des contacts avec eux, des échanges, etc., de telle sorte à prévoir des mesures cibles particulières à ce secteur-là, afin de l'appuyer, parce que je pense que c'est le secteur, en tout cas en Haïti, pour la partie textile, ça a été le secteur le plus touché. Pas tant le commerce, mais surtout puisqu'Haïti exporte beaucoup de textiles aux États-Unis et depuis la fermeture des frontières, ils n'ont même plus de matières premières pour fabriquer leurs produits. Je rappelle qu'il faut absolument prendre des mesures rapidement efficaces, donc d'être proactif dans la situation d'urgence. Et j'imagine qu'il faut absolument éviter de retenir des mesures d'ordre général sans distinction, de telle sorte à avoir une réaction juste et proportionnée. Il faut absolument viser les secteurs les plus impactés. Et donc, d'éviter des mesures de nature générale qui pourraient même bénéficier à des entreprises qui sont moins en difficulté que d'autres. J'insiste sur le secteur informel parce que je remarque ici en Haïti, c'est un grand problème parce qu'ils ont plutôt appuyé les entreprises connues, formalisées, et ils ont laissé de côté un peu le secteur informel, de telle sorte à ce qu'on assiste en ce moment à des manifestations importantes de cette catégorie qui est la plus sensible, la plus touchée, la plus pauvre. Voilà. En revanche, je suis preneur si vous avez constaté des cas de remise pure et simple d'impôts, comme au Sénégal ou un peu comme en République dominicaine. Et j'insiste sur le fait que choisissez plutôt la subvention, un peu comme pour les dépenses fiscales, hein, il vaut mieux aider les secteurs plutôt que les exonérer purement et simplement. Donc, de la même manière, il vaut mieux choisir la voie de la subvention ou de l'aide directe plutôt que la voie de la remise pure et simple d'imposition. Voilà, je vous remercie. Merci Ali pour ce... Oui, parfait. Merci Ali pour ce retour d'expérience en Haïti et en République dominicaine et non pas en République démocratique du Congo. Donc je pense qu'on voit bien en effet que voilà, les méthodes, les approches sont quand même assez similaires selon les pays, avec bien sûr des adaptations en fonction du contexte et l'importance d'avoir un vrai moment de diagnostic au démarrage. En plus des questions que vous pouvez poser, j'en profite pour rappeler aussi qu'à la fin, on vous présentera la façon dont vous pouvez vous inscrire à des sessions individuelles pour avoir des échanges peut-être un peu plus spécifiques aux situations dans vos pays, voilà, avec les experts. Last but not least, on va maintenant donner la parole à Monsieur Richard Chopra, qui est donc notre expert douanier, qui va nous présenter les réponses des solutions à la disposition des douanes en réponse au Covid-19. Merci Caroline, merci Ali et Henri pour vos brillantes présentations. Je voulais aussi remercier Expertise France d'avoir pensé à moi pour intervenir sur ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Richard Chopra. Donc, j'ai travaillé entre 2012 et 2019 à la direction du renforcement des capacités à l'Organisation mondiale des douanes et j'avais donc la direction du plus grand programme de renforcement des capacités pour les administrations douanières en Afrique subsaharienne. Donc, c'est un plaisir de pouvoir retravailler avec nos amis africains, notamment, ainsi que tous les amis francophones. Et donc, j'ai travaillé à peu près sur 30 pays et on faisait en moyenne 100 activités par an, à peu près 1 million d'euros par an de volume d'activité. Et depuis 2019, donc, je fais de la consultance auprès des différents partenaires au développement. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter quelques éléments des possibles réponses des administrations douanières.
à la crise du Covid, mais aussi en général aux urgences sanitaires et aux crises humanitaires. Donc, l'axe de mon intervention, il y en a 4 vraiment importants. Donc, l'importance de la continuité des services des administrations douanières, l'importance aussi de la gestion coordonnée des frontières, l'importance de la facilitation des échanges en situation de crise, et enfin, quelles sont les mesures d'accompagnement pouvant être mises en œuvre par les administrations douanières pour faciliter les échanges, entre autres. Et à travers mon intervention, j'espère aussi vous sensibiliser à quelques instruments et outils qui sont disponibles pour les administrations douanières. Donc, pourquoi il est important d'assurer la continuité des services de la douane? La douane a, comme vous le savez, plusieurs missions. Donc, il y a la mission fiscale, donc à savoir la mobilisation des ressources. Il y a aussi la mission de tout ce qui est facilitation des échanges et donc le développement économique, et la mission sécuritaire. Et donc, l'administration des douanes ne peut pas s'arrêter de fonctionner lors des situations de crise. Au contraire, elle doit se mobiliser de manière efficace et efficiente pour pouvoir répondre à ces crises qui nous touchent. Donc, il est important que la douane assure la continuité de ses services. Premièrement, pour contribuer à l'acheminement des médicaments, du matériel médical et d'urgence sollicité par le pays. Il faut aussi contribuer à l'acheminement des biens essentiels et ne pas pénaliser le monde des affaires. Contribuer à la sûreté du pays, de ses citoyens, de son patrimoine naturel et culturel. Il y a plusieurs études qui sont en train d'être faites en ce moment, mais on se rend compte que pendant cette période de Covid-19, malheureusement, il y a eu plus de tentatives du monde, disons, mafieux qui est dans le narcotrafic, aussi dans tout ce qui est le trafic illicite des espèces sauvages protégées. Donc, pendant cette crise, malheureusement, les personnes qui sont impliquées dans les réseaux mafieux et illicites continuent leurs activités. Donc, la douane se doit d'être prête pour répondre à ces défis de commerce illicite. Et donc, même en temps de crise, il faut que la douane contribue à la recette fiscale. Et donc, il est important pour elle de pouvoir bien se préparer et de bien s'adapter pour continuer d'assumer ses fonctions et ses missions, mais aussi de répondre aux défis du Covid et autres crises sanitaires et humanitaires. Donc, comment le faire? Eh bien, comme l'ont expliqué Henri et Ali, en fait, le plus important, il faut que la douane soit une administration agile, dynamique, excusez-moi, et donc qu'elle développe et qu'elle mette en œuvre des plans de continuité de service qui pourraient inclure beaucoup d'éléments, mais les plus importants, on va dire, sont les procédures spécifiques et, disons, de facilité pour tout ce qui est envoi humanitaire et d'urgence. Il faut aussi que la douane puisse mettre en œuvre un service minimum, tout en s'assurant de la protection du personnel douanier et des usagers. Alors, pour arriver à l'identification d'un service minimum, il faut que la douane constitue une sorte de groupe de travail et qu'elle décide quels sont les services essentiels pendant cette période de crise et quels sont les services non essentiels. Et sur la base de cette analyse, donc la douane va pouvoir allouer les ressources, disons, en priorité aux services essentiels, et pour les services qui sont moins essentiels, il y aura une réduction du temps de travail pour ces agents. Alors, ce qui est important aussi, c'est que la douane ne peut pas toujours tout faire. Donc, c'est un élément, un acteur du dédouanement des marchandises, et donc il faut qu'elle travaille en coordination avec les autres agences opérant à la frontière, ainsi qu'avec le secteur privé. Et enfin, on peut aussi travailler, donc que la douane puisse donner des facilités exceptionnelles pendant les périodes de crise, pour les envois notamment qui sont jugés non risqués ou les envois des opérateurs économiques fiables. Oui, prochaine diapo s'il vous plaît. Donc, je touchais justement sur cet aspect. La douane est une agence très importante dans le dédouanement des marchandises, mais elle n'est pas la seule. Et donc, il est important qu'elle se rapproche des autres agences opérant à la frontière, du secteur privé, parce que les crises humanitaires, les crises sanitaires sont l'affaire de tous et donc requièrent une action coordonnée. Alors, vous avez plusieurs plateformes au niveau national et même régional qui peuvent jouer un rôle critique en ce sens. Vous avez les comités nationaux de facilitation des échanges, les comités consultatifs aux aéroports, ports ou frontières terrestres.
Donc, il y a plusieurs études en ce moment qui sont en cours, notamment de la CNUSED, sur justement quel est le rôle des comités nationaux de facilitation des échanges et comment ils pourraient mieux répondre aux situations de crise. Donc, ces documents vont bientôt paraître et je vous invite à, bien sûr, visiter le site de la CNUSED. Et donc, vous avez aussi des éléments, des instruments et des outils de l'OMD sur la gestion coordonnée des frontières, à savoir la Convention de Kyoto révisée, le cadre des normes SAFE, donc qui présente 3 piliers, la coopération douane-douane, la coopération douane-secteur privé et donc la coopération douane et autres agences gouvernementales, surtout celles qui opèrent à la frontière. Et le dernier outil de l'OMD sur la gestion coordonnée des frontières, bien sûr, le recueil sur la gestion coordonnée des frontières. Donc, tous ces documents sont accessibles sur le site de l'Organisation mondiale des douanes. Donc, je me ferai un plaisir de le partager avec vous si vous en avez besoin. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pendant le temps de crise, et on le voit maintenant avec le Covid-19, il faut faciliter les échanges, premièrement pour que la population locale puisse continuer d'avoir accès aux biens essentiels et autres biens et services, et aussi éviter l'inflation. Donc, si vous êtes des pays qui importent énormément de biens essentiels et que la douane et les autres agences opérant à la frontière n'ont pas la capacité de pouvoir assurer un dédouanement rapide de la marchandise, on pourrait se retrouver dans des situations d'inflation de certains biens essentiels qui pourraient s'avérer catastrophiques pour la population locale. Donc, c'est important que la douane, avec ses partenaires opérant à la frontière, puisse continuer de dédouaner la marchandise et notamment les biens essentiels. Il est important aussi que la douane puisse assurer un service minimum. Pourquoi? Mais bien, pour permettre aux opérateurs économiques de continuer d'exercer leurs activités. Parce qu'il n'y a pas que les biens essentiels, il y a aussi d'autres biens, il y a d'autres secteurs d'activité qui ont besoin d'importer de la marchandise pour continuer justement d'exercer leurs activités et de fournir leurs prestations de services, même pendant les périodes de crise. Donc ça, pour la facilité donc sur le ICR, c'est important de le souligner que la douane a un rôle à jouer aussi pour la continuité des activités des opérateurs économiques. Enfin, il faut essayer, dans la mesure du possible, de réduire les délais de dédouanement encore plus pendant les périodes de crise pour contribuer à la réduction du coût du commerce transfrontalier. Et enfin, en se focalisant sur le dédouanement des marchandises, ça ne veut pas dire qu'on arrête les contrôles. Donc, il faut juste s'assurer qu'au niveau de la gestion des risques, on focalise les efforts de contrôle et de surveillance sur les envois et les marchandises à haut risque et que pour les autres, on puisse permettre une facilité de dédouanement. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, faciliter les échanges, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire dans certains contextes. Et donc, comment la douane pourrait faire? La première, c'est bien sûr d'avoir des procédures simplifiées et accélérées pour tout ce qui est envoi humanitaire et d'urgence. Alors, par exemple, vous pouvez avoir des facilités temporaires pour le matériel et l'équipement nécessaire pour tout ce qui est médical. Et donc, là, vous pouvez aussi réfléchir éventuellement à attribuer des exemptions de droits de douane et d'accès sur ces équipements, et ainsi qu'accorder des flexibilités en matière de garantie. Comme ça, vous permettez au secteur médical de répondre à une crise sanitaire et humanitaire, et en même temps, donc, vous n'avez pas encore, comme le disait Ali, peut-être que les exemptions sont plus difficiles à donner parce qu'il faut quand même contribuer à la recette, mais en tout cas, trouver des flexibilités pour pouvoir récupérer la recette après, mais que pendant la période de crise, vous donnez une certaine, disons, certains avantages pour que le matériel sanitaire et le matériel d'urgence puissent arriver dans le pays rapidement. Donc, certains pays, dans leur système informatique, notamment ceux qui utilisent Sidonia, ont un module qui s'appelle ACIREC, qui a été développé donc, par la CNUSED en partenariat avec OCHA, et l'OMD avait aussi contribué dedans. C'est un module qui permet justement de dédouaner la marchandise spécifique au matériel et aux envois d'urgence et le matériel sanitaire.
Donc, quand vous êtes en situation de crise et que le matériel et les médicaments nécessaires pour répondre à ces crises sanitaires sont nécessaires, donc vous pouvez demander à ceux qui importent ce matériel et ces médicaments de passer à travers ce module. Donc, la OCHA, la CNUSET peuvent vous donner plus d'informations sur ACIREC, qui a un module au sein du Sidonia. Vous pouvez aussi, pour favoriser les échanges, voilà, merci. Vous pouvez aussi publier les positions tarifaires et le classement tarifaire pour toutes les marchandises liées à la crise. Je vous invite à aller sur le site de l'Organisation mondiale des douanes qui a mis en ligne le classement tarifaire de tout ce qui est masques, médicaments et matériel médical. Donc, excusez-moi, vous pouvez consulter ce site et toute l'information en termes de positionnement tarifaire et classement tarifaire est disponible pour vous. Et au sein de la Convention de Kyoto révisée, l'annexe J traite spécifiquement de l'aspect des procédures simplifiées pour les envois liés à l'humanitaire. Encore une fois, il est disponible sur le site internet de l'OMD. Merci. Donc, faciliter les échanges, notamment pour les biens essentiels. Donc, outre l'équipement médical et les médicaments, il faut s'assurer que les autres biens sont aussi facilités s'ils ne font pas partie des envois à risque, notamment. Donc là, vous avez plusieurs stratégies. La première est, disons, la moins onéreuse d'un certain... oui, c'est de favoriser le respect des normes douanières. Donc, comment vous allez faire? Vous pouvez renforcer les effectifs qui travaillent à tout ce qui est, disons, service aux usagers ou au helpdesk pour répondre aux questions des usagers, comme ça pour les guider, pour que quand ils rentrent leur déclaration en douane, vous pouvez mieux les orienter pour que la déclaration soit conforme à vos attentes et aux normes douanières. La deuxième, c'est toujours d'encourager le secteur privé à utiliser les services tels que les décisions anticipées, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander un classement tarifaire ou une décision anticipée sur tout ce qui est règles d'origine notamment. Et la troisième, disons, le troisième élément sur lequel vous pouvez favoriser et encourager le secteur privé à respecter de manière volontaire les normes douanières, c'est promouvoir l'utilisation des plateformes existantes comme les tarifs intégrés ou le portail d'information commerciale. Prochaine diapo. Donc ça, c'était, disons, le respect, favoriser le respect volontaire des normes douanières. Maintenant, on peut aussi donner certaines facilités au secteur privé pendant les périodes de crise, donc, et pour faciliter le dédouanement de la marchandise. En temps, disons, difficile, on peut considérer l'acceptation des copies au lieu des documents originaux pendant une période de crise, mais aussi post-crise, parce qu'il faut se dire que à un moment, on va sortir de cette crise de Covid ou des futures crises, mais que peut-être que les 3 à 6 prochains mois suivant la crise, le secteur privé doit être toujours accompagné. Et donc là, il est important d'avoir une période disons, de grâce, entre guillemets, hein, où on peut toujours accorder ces facilités telles que l'acceptation des copies, l'acceptation des documents annexes à la déclaration sans signature ou sans tampon pendant cette période exceptionnelle. On peut aussi permettre la soumission différée des documents annexes à la déclaration en douane et aussi permettre, dans la mesure du possible, d'effectuer les procédures de dédouanement avant l'arrivée. Donc ça, ce sont des pistes, des mesures potentielles que les administrations douanières peuvent explorer pour répondre aux demandes de dédouanement des marchandises. Voilà. Alors, on peut, le troisième élément pour faciliter les échanges, c'est évidemment avoir un système de gestion des risques plus sophistiqué pendant cette période de crise. C'est peut-être revoir les critères de sélectivité pour certains envois et opérateurs qu'on juge non risqués, parce que là, il faut qu'on leur donne encore plus de facilité pendant cette période de crise pour ne pas les flouer et flouer le monde des affaires. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y a un groupe ou un secteur
commerciales qui pourraient bénéficier de facilités exceptionnelles pendant cette période de crise et donc à travers un score moins élevé sur la matrice des risques. Là, toujours en matière de gestion des risques, étant donné que les opérateurs économiques agréés ou d'autres opérateurs économiques fiables, si vous avez des partenariats privilégiés, vous savez déjà qu'ils sont fiables. Donc là, vous pouvez encore plus faciliter le dédouanement de la marchandise, par exemple, et donc à travers un abattement du montant des garanties ou un paiement des droits différés. Dans tous les cas, vous savez qu'ils ont la capacité et la robustesse des systèmes et de leur trésorerie de pouvoir vous payer plus tard. Donc là, c'est un geste qui peut, d'une part, vous soulager parce que vous ne devez pas vous occuper des envois non risqués des opérateurs fiables. Et deuxièmement, vous permettez à certains de vos partenaires privilégiés justement de continuer leurs affaires et de ne pas trop souffrir de cette crise. Alors, pour les administrations qui sont peut-être un peu plus avancées et qui ont aussi un secteur privé qui maîtrise bien l'outil informatique et le dédouanement des marchandises de manière digitale, vous pouvez éventuellement réfléchir à encore plus digitaliser certains processus. Alors, c'est vrai que ça peut prendre du temps, ça peut prendre aussi un certain investissement, mais si vous êtes un pays qui n'a pas trop été impacté par la crise et que vous avez un peu de temps et de fonds disponibles, la digitalisation est un très bon moyen de pouvoir répondre aux crises et de faciliter le dédouanement des marchandises. Pour tout ce qui est contrôle a posteriori et contrôle après dédouanement, dans la mesure du possible, vous pouvez éventuellement faire toute l'analyse depuis vos bureaux, donc effectuer le contrôle après dédouanement depuis le bureau, à travers peut-être des sessions téléphoniques si vous avez des questions sur certaines déclarations en douane ou certains éléments de la comptabilité des entreprises. Ou sinon, vous allez devoir, excusez-moi, présenter des possibilités de décaler la mise en œuvre de ces contrôles a posteriori. Et enfin, un point important qui n'est pas souvent mis en avant, c'est que pendant cette période de crise, on invite vraiment les administrations douanières à préparer des statistiques et des notes concernant, les exemptions octroyées, parce que peut-être que votre niveau de recette va baisser pendant cette période de crise à cause des exemptions que vous avez octroyées de manière exceptionnelle. Donc ça, c'est important pour le ministre de tutelle de se dire, voilà, la douane ne va peut-être pas faire son chiffre habituel ou le chiffre ciblé en termes de recettes, mais 80% de cette baisse de recettes n'est pas due à une baisse du volume de marchandises, mais peut-être à des exemptions temporaires octroyées. Et la deuxième chose, c'est aussi de surveiller le temps moyen pour la main levée pendant la période de crise. Pour bien s'assurer que disons que vous assurez une certaine continuité de vos services et qu'il n'y a pas trop de retard pour le dédouanement des marchandises malgré les temps de crise et certainement un effectif restreint qui s'occupe de tout ce qui est inspection au bureau de douane. Alors, les autres mesures potentielles d'accompagnement pendant la crise et pendant, disons, la période post-crise, ce serait une réduction temporaire des droits de douane pendant une période déterminée pour certains secteurs et certaines marchandises et opérateurs dans la mesure du possible. Encore une fois, Ali le mentionnait, c'est important d'avoir une approche ciblée par opérateur, par secteur, pour que vous ayez plus d'impact. Ensuite, vous pouvez aussi offrir la possibilité de paiement échelonné, pareil pour certains secteurs et opérateurs. Pour tout ce qui est recouvrement des droits éludés, vous pouvez accorder certaines facilités pour certains secteurs et opérateurs, c'est-à-dire qu'au lieu de les récupérer sur, je sais pas moi, les 3 prochains mois, vous dites aux personnes qui vous doivent encore des fonds et le paiement des droits et accises, vous leur dire, voilà, on est en période de crise, donc au lieu de nous les rembourser sur 2020, on peut vous octroyer une facilité de paiement jusqu'au premier trimestre 2021. Et enfin, dans certains cas, si vous avez une certaine maturité en matière de développement de plans de continuité des services,
on vous invite à accompagner et le secteur privé ainsi que les autres agences opérant à la frontière pour qu'ils puissent eux-mêmes développer les plans de continuité et les plans de reprise. Alors, quelles ont été les leçons apprises par la douane pendant cette période Covid pour le moment? C'est l'importance pour les douanes d'être des organisations agiles et dynamiques. C'est-à-dire que la douane, on est souvent confronté à un environnement très changeant et quand on arrive en période de crise, c'est encore plus important qu'on puisse répondre rapidement. Donc là, il est important d'avoir des procédures en place pour, développer les plans de continuité de service, les mettre en œuvre et aussi les actualiser. Et donc, ça demande peut-être des groupes de travail, des unités spécifiques à mettre sur pied. Voilà, le deuxième point, c'est donc l'importance d'atteindre à terme un haut niveau d'automation et de digitalisation qui permet de dédouaner la marchandise de manière rapide et qui vous permet aussi d'avoir moins de contacts pendant cette période de Covid-19 avec un virus qui peut s'attraper facilement au contact. Vous pouvez plus vous reposer sur les solutions informatiques. Donc là, vous avez le guichet unique, les systèmes de communauté portuaire et l'OMD, un recueil sur les guichets uniques. Et vous pouvez aussi voir les recommandations et le recueil de la Commission des Nations Unies pour l'Europe qui a développé un très bon document justement sur les guichets uniques. La Banque mondiale aussi d'ailleurs, et tous ces documents sont disponibles en ligne. Ensuite, le troisième élément, la leçon apprise, c'est l'importance de développer, améliorer et appliquer un système de gestion des risques sophistiqué. Comme je vous le disais auparavant, si vous avez un système de gestion des risques bien développé, avec des critères de sélectivité très raffinés, vous allez pouvoir rapidement offrir plus de facilité de dédouanement aux opérateurs fiables pendant cette période de crise. Et aussi, c'est lié avec les programmes d'opérateurs économiques agréés, c'est-à-dire leur donner aussi peut-être plus de facilité pendant les périodes de crise et dans le cadre d'un partenariat privilégié, mais aussi ce sont des opérateurs qui ont un faible niveau de risque pour la douane. Ensuite, comme je le disais, c'est que la douane ne travaille pas en isolation, c'est un partenaire et du secteur privé et des autres agences, et donc que la douane puisse jouer son rôle d'acteur clé pour mettre en œuvre une réponse interagence coordonnée aux crises telles que le Covid. Dernière diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, c'est d'avoir pour la douane une politique de ressources humaines moderne qui, garantit la protection des agents, la continuité des services, et aussi le développement du personnel. C'est-à-dire que même pendant cette période de crise, il y a certaines choses qui peuvent se faire à distance. Et il est important donc d'utiliser les technologies telles que GoToWebinar, comme on fait, même pour les activités de formation. Tout ce qui peut se faire en ligne et virtuellement doit continuer à se faire. Et j'insiste sur le fait de la protection des agents et des usagers. Il y a quelques années, on avait mis sur pied le projet CIRED de l'OMD, donc pareil en partenariat avec OCHA, projet financé par la coopération néerlandaise qui aussi participe à la facilité ICR, justement pour fournir le matériel de protection nécessaire aux agents des douanes qui travaillent à la frontière. Et donc, voilà, vous pouvez trouver des facilités, en ayant un service minimum avec des rotations du personnel, et pour ceux qui sont en face à face avec des usagers externes, aussi leur permettre d'avoir le matériel nécessaire, que ce soit les gants, les masques et autres. Mais là, c'est important d'avoir ces politiques de ressources humaines sur place. Voilà. L'autre élément, c'est d'avoir de bonnes infrastructures et des technologies non intrusives d'inspection et des procédures protocoles d'inspection fiables. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est que la douane opère dans des bureaux de douane et il faut que les infrastructures lui permettent de le faire de manière saine et sécure, et pour ses agents et pour les
les usagers ainsi que pour les autres agences coopérant à la frontière. L'importance de la coopération transfrontalière, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent sur plusieurs sites, notamment LinkedIn, avec cet embouteillage de 20 km en Afrique de l'Est, parce que la douane et les autres agences ne sont pas capables de dédouaner les marchandises de manière rapide, car même au sein d'une communauté économique régionale, le niveau de coopération n'était pas assez fiable et assez important pour permettre d'assurer le flux des marchandises tel qu'il aurait dû l'être. Donc là, l'importance de la coopération transfrontalière, notamment pour les pays enclavés. Donc là, c'est important que pendant cette période de crise, même si vous fermez les frontières d'une certaine manière, pour tout ce qui est tourisme, pour tout ce qui est peut-être intervention des experts internationaux sur place, le monde des affaires continue et il faut donc faciliter le commerce transfrontalier pendant la période de crise dans tous les cas. Ensuite, il faut développer un protocole de communication au niveau national, régional et international pour faciliter le partage de l'information. Et la dernière disons, leçon apprise, c'est qu'il faut considérer cette crise du Covid-19 comme un grand point, un tournant pour la modernisation douanière. On est en train de vivre des moments difficiles à travers le monde, mais il faut essayer d'utiliser cette période de crise justement pour mieux se moderniser, notamment pour tout ce qui est coopération, optimisation des procédures et digitalisation. Et là, je pense que les partenaires au développement sont aux côtés des administrations douanières pour justement les aider pour la modernisation. Et j'avais juste une petite phrase pour terminer mon intervention, si vous me le permettez. Et, il faut toujours penser le changement plutôt que changer le pansement. Cette crise du Covid-19 nous a un petit peu pris de court, tous, et on est en train de vraiment de changer le pansement. C'est une crise qui a fait beaucoup de mal aux économies, beaucoup de mal au monde des affaires et avant tout à beaucoup de personnes qui en sont décédées. Et donc maintenant, je pense que c'était une piqûre de rappel de mieux préparer et de prévenir les crises. Je pense que la douane a un rôle important à jouer à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Richard pour cette conclusion très imagée. Je pense qu'on a une vision assez complète des mesures qui sont à disposition des douanes face au Covid. Nous allons maintenant laisser la place à une séance de questions-réponses. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet questions qui se trouve dans votre espace participant. J'en profite également pour vous informer que les présentations des intervenants sont également disponibles en téléchargement dans votre espace participant. Nous avons d'ores et déjà une première question qui s'adresse plutôt, je pense, à Ali Ghemri et Henri Nicolic. Alors, on peut peut-être commencer par Ali. La question, c'est quels sont les secteurs qui ont profité de la crise? Oui. Donc, il y a eu une analyse qui a été faite par le cabinet Nielsen sur les acteurs de la crise. Bon, il y a eu beaucoup la grande distribution. Bien sûr, tout ce qui est e-commerce, drive, etc. Bon, je ne sais pas si c'est les réalités de l'Afrique, bien sûr, mais en Europe, c'est ce qu'on a constaté. Il y a eu de grands gagnants avec la grande distribution, de grands gagnants avec tout ce qui est lié aux modalités de livraison à distance. Il y a eu aussi un énorme boom pour les entreprises informatiques, en particulier Microsoft et d'autres, pour tout ce qui est télétravail, toute la mécanique d'organisation des télétravail, des webinaires par exemple, puisque ça permet sans contact de pouvoir continuer à travailler. Donc voilà, il y a quelques secteurs comme ça qui ont bénéficié de l'e-commerce, de la livraison, le drive, tout ce qui est télétravail, etc. Voilà, c'est un peu le… Bon, s'agissant plus particulièrement du contexte de l'Afrique, etc.,
je pense quand même que peut-être que les grands magasins ont dû bénéficier aussi de la crise, parce que les gens, en priorité, cherchaient avant tout à se procurer des produits alimentaires, craignant les pénuries, etc. J'espère avoir répondu à la question. Oui, oui, très bien. Henri, est-ce que tu veux compléter peut-être pour le cas de la Guinée? Oui, alors, non, je confirme ce que dit Ali. Donc, toutefois, en République de Guinée, on n'a pas un secteur de grande distribution très développé, hein. On n'a pas les très grandes surfaces qu'on peut observer peut-être dans d'autres pays d'Afrique. Ce que je peux dire qu'en Guinée, on peut pas dire qu'il y a eu vraiment de gagnants de la crise. On a peut-être les opérateurs téléphoniques qui ont un petit peu augmenté leur chiffre d'affaires d'un côté, mais qui en ont perdu également de l'autre côté, puisque par exemple les hôtels ne pouvaient plus faire face à leur facture de télécommunication. Donc, je pense globalement tout ça, ça s'équilibre. Je vois pas vraiment de grands gagnants de cette crise en République de Guinée au niveau des entreprises. J'ajoute que en Haïti, la compagnie nationale de télécommunications a connu un très, très fort boom. D'accord. Oui. Donc, la télécommunication, oui. Voilà. Oui. Juste pour rejoindre Henri. Vas-y. Non, c'était juste pour vous rejoindre. C'était que le e-commerce, évidemment, a très bien fonctionné pendant cette période de crise. Et donc, je voulais juste vraiment inviter les administrations douanières à voir leur politique d'imposition sur tout ce qui est e-commerce bien prête, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une prochaine crise, mais surtout que grâce à cette crise du Covid, je pense que le e-commerce va vraiment s'implanter dans les pays africains. Et donc, c'est important pour les douanes de s'assurer d'avoir ces cadres d'imposition pour tout ce qui est e-commerce, parce qu'il y a énormément de droits éludés encore à ce jour. Donc, c'est juste une petite parenthèse en termes de stratégie pour la mobilisation des recettes. Ce qui signifie qu'on en revient à la cible. Évidemment, toute politique qui consisterait à venir accompagner des secteurs qui n'ont pas été touchés a beaucoup moins de sens que d'appuyer les secteurs les plus touchés. Il faut vraiment faire une analyse de ceux qui ont bénéficié ou pas bénéficié, ou ceux qui ont vraiment été touchés par la crise du Covid. Ok. J'ai également alors un participant qui a levé la main virtuellement. Je suppose qu'il veut faire un commentaire ou un retour d'expérience, et je sais que Ali Gemri était très preneur en tout cas de retour. Donc j'invite aussi d'ailleurs les autres participants, s'ils préfèrent lever la main virtuellement plutôt que d'écrire des questions, à le faire. Donc c'était Monsieur Moussa Zungrana. Donc je vais essayer de le mettre en ligne. J'ai lancé son micro. Monsieur Zungrana? Monsieur Zungrana, vous aviez une question, un commentaire? Caroline, je crois que la question a été écrite également dans la liste des questions également. Ah oui, en effet, une longue question. Donc, alors, je vais juste recouper, c'est bon, le micro. Alors, donc la question, le commentaire était les mesures fiscales sur lesquelles les intervenants ont mis l'accent sont celles visant la survie des entreprises. Y a-t-il eu dans les différents pays des mesures fiscales destinées aux populations d'une manière générale? À titre d'exemple, au Burkina Faso, il y a eu un report de délai de 3 mois pour l'acquittement de la taxe sur les véhicules à moteur. Non expressément exonérés par la loi. Donc, c'est plutôt une question pour peut-être Henri. Donc, en Guinée, il n'y a pas eu de mesures spécifiques pour les particuliers. C'est ça, il me semble, la question. D'un point de vue fiscal, en tout cas, ce qu'on a eu, par contre, c'est des mesures fiscales destinées aux populations d'une manière générale.
Donc, les mesures ont été prises en faveur des entreprises et pas en faveur des particuliers en Guinée, peut-être, sauf sur les populations les plus pauvres, hein, sur les factures d'électricité et d'eau, hein, qui ont été gelées pendant une durée de 3 mois. Voilà. Il s'agit des personnes qui bénéficient du tarif social de l'électricité de Guinée. Ce qu'on a eu aussi, c'est des actions qui vont avoir lieu prochainement via l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, où on a des aides en fait, hein, qui vont être accordées aux ménages, aux 240 000 ménages les plus pauvres. Voilà ce qu'on peut dire en faveur des populations, hein, des aides qui ont été prévues par le plan de riposte. Mais il ne s'agit pas de mesures à proprement parler fiscales, hein, puisque quand on exonère du paiement de l'électricité, il ne s'agit pas de mesures fiscales, il s'agit plutôt d'actions sociales. Ali, de ton côté, est-ce que tu as également pu observer des mesures? Aider les entreprises, c'est aider les populations, hein, et en particulier aider les très petites entreprises, c'est aider les populations. Donc tout ce qui peut contribuer à maintenir en particulier l'emploi, c'est des mesures qui visent aussi les particuliers. Par ailleurs, je sais qu'en Haïti, ils ont décidé le versement direct aux plus pauvres d'une aide spécifique. Et bon, j'ai bien vu, donc apparemment il y a eu un report du délai de paiement pour l'acquittement de la taxe sur les véhicules, c'est ça? Donc ça veut dire déjà qu'il faut que ce soit une population qui a un véhicule. Et mais c'est quand même, ça n'est qu'un report. C'est pas une remise ou une aide. Et je pense que on aide plus la population quand on lui fournit une aide directe, parce que là, dans 3 mois, il va falloir qu'il paye quand même. Okay. Que les petites entreprises. C'est comme ça qu'on aide les gens. Merci Ali. Donc j'avais juste aussi un commentaire. Alors oui, pour la présentation en fait des intervenants. Donc elle est bien en téléchargement, elle a été compilée. Donc les 3 présentations sont bien dans le document qui est d'ores et déjà disponible en téléchargement. J'avais également une question, alors plutôt pour Richard. C'est vrai que voilà, Ali et Henri mettaient en avant le fait que finalement les mesures qui avaient été mises en place et adaptées dans les différents pays étaient quand même des mesures qui appartenaient à une liste de mesures mises en place par les différents pays, donc qui étaient déjà un peu connues. Est-ce que de votre côté, vous avez peut-être vu des mesures un peu innovantes, voilà, qui vous ont même surprise? La question s'adresse à nous? Non, à Richard, pardon. À Richard. Ah, Richard. En fait, de mon côté, hein, j'ai toutes les. L'OMD a mis en ligne un recueil de bonnes pratiques pour le Covid-19. Et donc, les éléments que j'ai présentés, c'est un petit peu la condensation de toutes ces bonnes pratiques. Mais je pense qu'en termes d'innovation, pour certains pays où c'est vraiment difficile d'accepter des déclarations en douane qui ne sont pas avec les documents originaux, c'était vraiment cette flexibilité d'accepter les copies et aussi cette flexibilité d'accepter la soumission des documents annexes aux déclarations, disons, de manière différée. Parce que souvent, notamment en Afrique subsaharienne, on demande que tout soit bien, le dossier de la déclaration soit bien ficelé. Donc, est-ce que c'est innovant? Oui, selon le contexte d'avancement et de procédure de développement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'administrations aussi qui ont été très, très rapides pour assurer le service minimum. Donc, je vois qu'on a des participants du Burkina Faso. Et donc, la douane du Burkina Faso, très rapidement, a assuré un service minimum à la direction générale comme au bureau de douane. Donc là, c'était des rotations. Donc, on vient peut-être 2 fois par semaine. Et ensuite, il y a un relais d'une autre personne. Et ils ont utilisé de plus en plus
tout ce qui est WhatsApp et autres, disons, services de télécommunication pour justement bien coordonner les activités lorsqu'ils ne pouvaient pas être ensemble au bureau. Donc, je pense que parfois, il y a la réticence à utiliser la nouvelle technologie et je pense que cette crise a démontré quand même qu'il y avait des avantages certains et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui se sont encore plus rendus compte des avantages des nouvelles technologies. Mais donc, la création de groupes de travail virtuels à travers WhatsApp et autres, j'ai trouvé ça très innovant. Moi, si je peux ajouter, ce que je retiens de Richard et que je regrette de ne pas avoir dit d'ailleurs, c'est de faire une situation statistique de tout ça. De retenir tout ça et de le futur d'autre part. Donc, c'est vraiment, je pense, un point important de ce que tu as dit. Ali, je crois qu'on a été coupé. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais est-ce que tu peux peut-être répéter ce que tu as dit, juste ta dernière phrase? Vous m'entendez là? Oui. C'est bon? Ouais, je disais que le travail de capitalisation sur cette crise est très, très important. Et notamment quand Richard disait qu'il faut suivre les statistiques de ce qui s'est passé, etc. et tout. Si on veut capitaliser par la suite sur tout ça, il faut absolument qu'on ait des retours statistiques de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été réussi. Parce que ce qui est fait aujourd'hui, en particulier en termes d'utilisation des outils numériques, etc., ça peut servir de leçon pour le futur. Si ça a bien marché, peut-être qu'on peut le faire perdurer. Et ça, je pense que c'est très important, quoi. Il ne faut pas que ce soit un coup pour rien, quoi. Oui, et d'ailleurs, ces webinaires participent aussi à ce travail de capitalisation, je pense. Et nous avons également, du coup, un retour. Alors, un participant qui souhaite intervenir, Monsieur Ebenezer Tafili, à qui je vais essayer de donner la parole. Monsieur Tafili? Oui, bonjour madame, bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi de participer. Je suis Ebenezer Tafili, directeur du bureau régional de renforcement des capacités de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale. Je dois d'abord remercier Richard pour la présentation très fournie, n'est-ce pas, des mesures que nos administrations ont prises pour riposter contre le Covid-19. Et si je dois ajouter quelque chose, c'est que désormais, nous devons regarder devant nous. C'est-à-dire que jusque-là, c'est un recensement de mesures qui ont été prises, mais qu'est-ce que nous devons faire concrètement et quels sont les domaines de priorité sur lesquels nous devons insister, n'est-ce pas? Parce que cette crise, les conséquences seront avec nous pendant encore longtemps et comme Richard dit, nous ne sommes jamais à l'abri d'une autre crise. Et nous ici au Bureau régional de renforcement des capacités et connaissant nos administrations, nous pensons que l'agenda de la douane numérique doit être maintenant une priorité des priorités. Si nos partenaires peuvent aider nos administrations dans ce sens, ça sera une très bonne chose, un très bon apport pour nos administrations. C'est vrai, les administrations de douane de la région, la plupart ont des systèmes de douanement automatisés. Mais comme Richard a dit, la douane ne travaille pas seule à la frontière. Et il va falloir qu'on aille vers une véritable politique de gestion de cordon de frontières avec en prime, n'est-ce pas, le guichet unique. Donc, priorité des priorités, guichet unique. Si les partenaires peuvent aider nos administrations à mettre en place des guichets uniques, parce que la douane est numérisée, mais si les autres services ne le sont pas, cela veut dire que nous sommes toujours en régime papier. C'est les papiers qui vont circuler et je ne peux rien vous cacher, les quelques administrations de douane de la région où le Covid-19 a atteint les personnels, c'est à cause de ce genre de situation où ils ont encore à traiter ou bien
à recevoir des gens qui viennent présenter des papiers qui sont des autres services. Donc, c'est très important, mais aussi le développement des ressources humaines. Les ressources humaines doit être une des priorités. C'est vrai que la plupart des bailleurs et des partenaires techniques ne penchent pas suffisamment sur ce problème, mais c'est vraiment important si nous voulons aller de l'avant, parce qu'il faut une douane professionnelle pour mettre en œuvre toutes ces mesures de facilitation, que ce soit en temps de crise ou en temps normal, que Richard vient d'énumérer. Et aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez faire des plaidoyers auprès de nos hiérarchies politiques, pour savoir que, comme Richard dit, une des missions de la douane, c'est aussi la sécurité. Et pendant cette crise, ce que nous avons observé, c'est que la plupart des autorités publiques ne considèrent pas la douane comme un service de première ligne qui méritait la même protection, non, le personnel méritait la même protection que les services comme la gendarmerie, la police, les travailleurs de santé, bien entendu, les travailleurs de santé sont en première position. Donc, s'il y a ce plaidoyer que, bon, même en temps de crise, la douane est toujours là, à la frontière, en première ligne, pour accomplir ses missions. Merci beaucoup. C'était ma contribution. Merci monsieur Tafili. En effet, d'avoir insisté sur l'importance de la digitalisation et de la simplification administrative pour la facilitation des affaires, voilà, que ce soit en période de crise, mais aussi de manière générale. Je pense que c'est une bonne transition pour vous présenter les sessions individuelles, sachant que, hélas, ce webinaire arrive à sa fin, mais que si vous souhaitez poursuivre les échanges avec nos experts, je vais vous présenter des sessions individuelles auxquelles vous pourrez vous inscrire, donc à votre demande, dans les 2 semaines à venir. Donc, il s'agit de sessions en ligne qui sont ouvertes à des participants travaillant pour ou représentant des institutions issues des pays ACP. Donc, c'est une occasion pour vous d'échanger directement avec les intervenants, de leur demander de préciser peut-être certains points ou d'examiner la situation particulière du pays ou de l'institution dans laquelle vous travaillez. Ces séances sont bien entendu gratuites. Elles peuvent être l'occasion d'entamer un échange qui pourra se poursuivre sous la forme d'appui. Monsieur Tafili parlait voilà, de l'appui qui peut être fourni, par exemple, pour les guichets uniques. La facilité fournit cet appui, donc une session individuelle peut également voilà, être complétée par un appui lorsque c'est nécessaire et pertinent. Pour plus d'informations et pour vous inscrire à ces séances, il vous suffit d'écrire donc à l'adresse email qui s'affiche sur votre écran, icrfacility@giz.de, et ce d'ici le 9 juillet, tout en précisant votre organisation et les questions que vous souhaitez poser à nos experts. Il ne me reste plus qu'à remercier les intervenants pour leur présentation ainsi que les participants pour leur attention et pour les questions qu'ils ont posées. À noter qu'un sondage de satisfaction va s'afficher sur votre écran. Nous vous serions reconnaissants de prendre quelques instants pour le remplir. Merci à tous, au revoir et peut-être à bientôt pour des sessions individuelles si vous êtes intéressés.